Bonjour tout le monde, mon nom est Achille Ubalijoro. Je suis le modérateur de cette session sur la technologie est-elle le levier numéro un pour le développement de l'Afrique. Je suis basé à Montréal. Dans cette discussion que nous allons avoir avec nos deux panélistes, il est question en fait d'essayer de cerner le fait qu'en tant qu'écosystème d'acteurs du changement, nous souhaitons explorer l'impact de l'exposition mondiale via nos différentes carrières. Vous allez voir, nos panélistes ont voyagé, donc sur l'évolution des mentalités en termes d'éducation et de compétences. On va vouloir regarder le rôle de la technologie en tant qu'agent de changement. Quelles méthodes d'adaptation des meilleures pratiques de gestion de projet dans la gestion de la culture du travail de l'Afrique pouvons-nous tirer parti? Donc, pour cela, je vais demander à nos invités, nos deux panélistes, Amba Diallo et Mohamed Bouzidi, de bien vouloir se présenter en commençant par Samba Diallo. Merci Achille, bonjour tout le monde. Voilà, moi je suis Samba Diallo, je suis originaire du Sénégal, où je suis né il y a plusieurs années, j'ai grandi, j'ai fait une partie de mon cycle primaire au Sénégal et j'ai fait l'autre partie dans un autre pays africain, au Burkina Faso. Après, comme Achille a dit, j'ai commencé à voyager, je suis allé en Autriche où j'ai fait mes études. D'abord en allemand, ensuite en informatique. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle en Autriche comme informaticien, d'abord dans des sociétés locales. J'ai rejoint après la société de conseil Accenture, où j'ai passé 10 ans. 10 ans dans le conseil, aider les sociétés à se digitaliser. Après Accenture, j'ai rejoint une banque à Vienne, en Autriche, où pendant 3 ans, j'ai dirigé un certain nombre de départements, toujours dans le domaine de la digitalisation. Après Accenture, j'ai passé 3 ans chez Western Union, où j'ai été le vice-président responsable de l'informatique pour l'Europe. Et après Western Union, j'ai commencé à faire autre chose, à me mettre déjà à mon propre compte comme consultant et à aider de gros clients à gérer des programmes vraiment compliqués, larges et compliqués, qui s'étendent sur plusieurs pays, et en même temps aussi des compagnies à définir et à mettre en place leur stratégie digitale. Et à un certain moment, après Western Union, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quelque chose à faire en Afrique. Et c'est ainsi que j'ai créé ma propre startup, la première qui s'appelle ZuluPay, qui est dans le domaine des paiements mobiles. Et depuis quelques mois, je suis en train de m'essayer dans la santé digitale avec un premier produit Ecomed24 que je suis en train de déployer au Sénégal. Voilà, on entendra parler de ces projets, de cette expérience quand on ira dans la phase question. Mais pour l'instant, c'est juste très brièvement mon parcours. Merci beaucoup, Samba. Un parcours très intéressant sur lequel on va revenir, bien sûr. Donc là, nous allons passer à notre deuxième panéliste, Mohamed Bouzidi. Mohamed, si tu veux bien te présenter auprès de nos amis de PMI Africa. Très bien, merci Achille. Bonjour à tous, je suis Mohamed Bouzidi, directeur associé au sein du groupe Avaliance. Je reviendrai sur le groupe lui-même que j'ai fondé avec un autre associé en 2010. Pour rester un peu sur le même modèle de présentation, je suis franco-marocain. J'ai grandi au Maroc jusqu'au collège-lycée. Après, je suis parti en France pour faire mes études d'ingénierie. Ensuite, j'ai intégré le monde du conseil. J'étais salarié que très peu d'années. Et après, je me suis mis à mon compte, donc une première expérience entrepreneuriale. Et au bout d'une année, j'ai estimé qu'il fallait que je crée un peu plus de valeur. Et c'est là où je me suis approché de mon associé actuel pour créer Avaliance, qui est un cabinet de conseil dans les systèmes d'information. En fonction des opportunités et des rencontres, nous avons élargi un petit peu la structure pour créer notre agence digitale et très fraîchement,
on a mis les pieds dans le monde de l'éducation en intégrant une école d'ingénierie et de management. Donc, de formation en télécom, beaucoup de missions de conseil et conseil dans des projets de transformation allant sur des projets de schéma directeur jusqu'à l'accompagnement à la transformation, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau du move to cloud et également des projets d'envergure dans le monde de l'informatique. Et à côté, j'ai beaucoup baigné dans l'associatif à Paris, dans l'entrepreneuriat, où j'étais même président de cette association qui œuvre à encourager des entrepreneurs en herbe de créer leur entreprise en Afrique. Et voilà, et donc aujourd'hui, j'espère pouvoir apporter ma modeste contribution au débat qui est autour de la thématique de la technologie. Parfait, merci Mohamed. Justement, en parlant d'Afrique, hein, donc j'aimerais partager que nos panélistes et moi-même couvrons quand même une bonne partie des régions de l'Afrique, en parlant du nord, de l'est de l'Afrique, de l'ouest. Donc voilà. Et donc, on va aborder la première question aux panélistes qui bien sûr touche l'Afrique. Donc, d'après votre expérience, pourriez-vous partager un exemple de projet technologique ayant un impact significatif sur le développement de l'Afrique? Et vu votre parcours et vu les différents domaines que vous avez pu toucher, je pense qu'on aura de quoi discuter. Donc, comme toujours, on va commencer par Samba. Samba, tu es sur mute, hein? Donc si tu peux, merci. C'est le mot, la phrase de l'année, tu es en mute. Ouais, tu es en mute. J'ai même une pancarte de PMI pour dire you're on mute. Et voilà, alors, mais c'est sûr que quand, comme la question est posée, un projet de technologie qui impacte l'Afrique, c'est difficile de prendre un projet parce qu'en général, on sait qu'il n'y a pas quelque chose d'homogène en Afrique où il y a un produit qui vient sur le marché et qui fait un tabac comme ça peut se faire en Europe, comme on a des produits par exemple comme N26, des solutions de finances digitales qui viennent, N26, Revolut ou bien d'autres produits comme en Amérique du Nord. Alors, on a des produits qui ont eu beaucoup de succès dans une certaine partie de l'Afrique et qui n'ont pas réussi pour des raisons ou d'autres à vraiment s'imposer dans d'autres parties de l'Afrique. Et je crois que bon, dans le domaine où moi je viens, le produit disons, le plus connu, le plus intéressant, c'est M-Pesa au Kenya. Okay? C'est un produit qui est venu, qui a réussi à vraiment, je dis, disrupter la façon dont les gens voient la finance, dont les gens payent dans un pays. Et je crois que quand on regarde le projet M-Pesa, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi M-Pesa n'a pas été un succès dans toute l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des solutions comme Orange Money, comme là, les Wave, il y a d'autres solutions qui sont allées, en fait, chaque région a sa propre, son sous-système. Et en réalité, quand on va aujourd'hui, et depuis plusieurs années, quand on va dans des grandes conférences où on parle de la finance mobile, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, les grandes réunions comme MoneyCon, en fait, le système de référence pour la finance mobile, c'est M-Pesa. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi M-Pesa est si connu hors d'Afrique, a un tel succès au Kenya, et même en Tanzanie, en fait, M-Pesa a des problèmes pour s'imposer. Alors, je crois que ce sont ces questions qu'on doit se poser, essayer de voir quels sont les patterns qui font que ce produit ne s'est pas imposé. Est-ce que c'est des blocages qui sont liés? Et ça, on verra ça dans la deuxième partie quand il s'agira de voir est-ce que c'est seulement la technologie? Et M-Pesa, c'est la preuve que ça va au-delà de la technologie. On peut avoir une très bonne technologie, mais si la technologie n'est pas adaptée à la culture, à l'environnement politique, parce qu'il faut le savoir, c'est aussi ça, mais ça ne marchera pas. Ça, c'est un fait. Et aussi, il y a la discrépance entre, moi je dirais, l'Afrique. Peut-être qu'on va voir trois Afriques, hein. Même si après, il y a des changements.
Il y a l'Afrique du Nord qui commence maintenant, sur le plan économique, finance, à s'ouvrir, à aller dans les pays d'Afrique de l'Ouest. On a la BOA, quand on regarde la banque, la BOA marocaine, quand on regarde Attijari, tout ça, c'est des banques qui s'ouvrent davantage. Mais en réalité, on a toujours les pays anglophones qui ont une certaine avance sur les pays francophones en matière de technologie. Et je crois que ça se voit aussi dans les startups. Et je crois qu'il faut pas avoir peur en tant que francophone, d'aller adopter un produit anglophone qui a bien réussi là où c'est. Okay? Alors, je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment, et comme on voit, on essaye de voir est-ce qu'il y a un produit africain, une technologie africaine. On sait qu'il y a des technologies africaines, mais on ne peut pas parler d'une technologie qui, même si elle a beaucoup d'envergure, n'a pas réussi à s'imposer. Tu soulèves beaucoup de points, mais on va y revenir. Donc, je vais laisser à Mohamed aussi de répondre à la question, sans oublier effectivement que l'Afrique, il y a 54 pays. Il y a plusieurs régions, dépendamment de comment tu les découpes. Donc, on va revenir sur ce point. Donc, Mohamed, de ton point de vue, pour la même question, est-ce qu'il y a un projet technologique que toi, tu vois qui a eu un impact significatif sur le continent? Alors, pour ma part, alors, je vais répondre, mais d'une façon un peu différente. Pour la simple et unique raison, c'est que nous, on a créé la maison mère à Paris. Et après, il y a un mouvement des cabinets de conseil français qui s'installent en Afrique du Nord, majoritairement au Maroc. Et donc, on s'est dit, bah, c'est très bien, on a la double nationalité, on a une connaissance un peu de la culture et pourquoi pas ne pas étendre un peu l'activité au Maroc. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a créé notre premier bureau au Maroc, donc en Afrique, en 2015. Et la majorité de nos missions de conseil en France, c'est pour les grands comptes. Donc, on est sur des projets de transformation à plusieurs millions d'euros. Par contre, arrivé au Maroc, on a voulu faire limite du copier-coller, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas avoir le même volume d'affaires. Donc, on a adapté nos missions de conseil pour des projets, pour des structures assez grandes, également pour des entreprises, on va dire, à taille, pas à taille humaine, mais en tout cas où l'informatique reste à taille humaine. Et ce qu'il faut savoir, je prends particulièrement l'exemple d'un pays de l'Afrique qui est le Maroc, c'est que la plus grande partie de l'écosystème économique qui est composé forcément sur des entreprises, c'est des entreprises familiales. Et donc là, il y a énormément d'éléments, mais je pense qu'on va les aborder lors de la deuxième question. Et c'est ce qui a fait que nous, en fait, on a passé un peu de temps pour adapter ce qu'on a l'habitude de faire dans un contexte d'une certaine taille à des tailles un peu plus modestes. Et par la suite, il y a eu ce sujet d'impact. On s'est dit, bon, bah, très bien, le conseil, il y a beaucoup d'entreprises qui savent le faire et en fait, on est le énième acteur avec forcément notre couleur à nous et tout. Et c'est là où est née l'idée de créer, on va dire, une équipe qui travaille sur le développement, pareil, d'un produit dans la santé, donc un peu comme ça en bas. La chose justement qu'on a évoquée, on a dit, bah, très bien, on est un groupe international, on a une force de frappe, on peut aller le vendre partout dans le monde, mais on a estimé qu'il y a une nécessité de commencer par l'Afrique. Notamment dans ce produit qui sera à disposition, qui sera commercialisé d'ici fin de cette année. Et donc, c'est un produit qui permet, entre autres, des fonctionnalités qui sont extrêmement nécessaires, notamment maintenant dans la période de la Covid, c'est la télémédecine. Et donc, télémédecine, on va dire, c'est une soupape pour beaucoup de villages, de villes qui ont peut-être un petit peu isolés et qui n'ont pas les infrastructures nécessaires. Et notamment, on voit très souvent des citoyens qui se déplacent d'un village vers une grande ville pour aller voir un médecin. Et ben, la solution technologique arrive, notamment par la démocratisation des télécoms. Donc, en fin fond de la montagne, on trouve que les personnes ont des téléphones mobiles. Et donc, ils ont également accès à la 3G ou à la 4G en fonction de la maturité des pays. Et ça, c'est largement suffisant pour
pour discuter avec des médecins, peut-être dans des grandes villes ou des villes qui sont très, très, très proches, sans pour autant perdre énormément de temps, sachant qu'on a fait une étude de marché sur une région et on a vu que des personnes, ils peuvent même mettre plus de 24 heures pour se rendre chez un médecin. Et des fois, il y a des cas qui sont tellement catastrophiques que ça peut être un peu en retard. Donc, on a commencé par cette idée qui est à la base très simpliste. Il y a également des produits de santé, mais on a essayé quand même de voir quel est l'impact qu'on pourrait avoir pour ces personnes qui sont en difficulté pour accéder, on va dire, aux soins des médecins. Et nous espérons pouvoir un peu démocratiser sur le continent africain. Et pourquoi pas par la suite aller dans d'autres endroits qui ont vraiment besoin de ce type de produit. Ok. Excellent, merci. Euh, donc, justement, on va aller à la deuxième question, je pense, qui complète un peu la première partie de la discussion qu'on vient qu'on vient d'avoir. Donc, maintenant, d'ores et déjà, on sait que la technologie aura un impact majeur pour le développement de l'Afrique. En fait, est en train d'avoir un impact majeur, ça se voit. Quel autre facteur devrait être pris en compte pour assurer une transformation réussie? En Occident, nous avons les enjeux justement d'adoption, de gestion de changement. Samba, si on revient à ton exemple d'M-Pesa, donc c'est quoi l'angle que tu vois justement de ce point de vue-là? Tu as encore le fameux mute. Avant de répondre à la question, ben, je voudrais justement, je crois, Mohamed, on devrait se parler après. Mais On va dans la même direction et je crois que c'est bien ben, d'avoir ces idées. Alors, moi, je verrais qu'il y a il y a des obstacles. C'est que ces choses, par exemple, euh, la façon de pouvoir collaborer, de mettre ensemble des idées et de créer quelque chose parce que bon, après, il y aura un produit marocain, un produit sénégalo, je sais pas, maroco-français, franco-marocain, un produit canado-sénégalais. Et je crois que ça, c'est un obstacle, c'est vraiment la recherche de grandes échelles parce que faut savoir que quoi qu'il arrive, euh, on peut avoir la technologie, mais il faut avoir la force de frappe en termes financiers pour pouvoir s'imposer contre disons, de grosses entités. On sait que, si je prends l'exemple de la télémédecine, on sait qu'Amazon s'engage dans ce marché en Amérique du Nord. Et ça ne va pas tarder, ils vont commencer à s'ouvrir. Alors, il y a surtout le problème, un facteur important, et c'est vraiment le financier. Est-ce que on commence à travailler sur un projet et il y a quelqu'un qui vient de la Silicon Valley qui amène son produit, qui au début n'est même pas au niveau de ce qui se fait en Afrique, ce qui est fait par des Africains, mais avec la force de frappe, et on le voit, moi j'ai des exemples très précis que je pourrais nommer, mais je ne veux pas nommer de société, mais qui viennent avec une force de frappe, qui ont la possibilité de jouer sur la tarification. Et ça fait que un produit africain a moins de chances qu'un autre produit. Ensuite, il y a, je crois, le cadre de régulation. Je crois que c'est très important parce qu'on fait beaucoup de choses, mais au départ, à la base, il faut un cadre juridique de régulation très clair. Quand on regarde la santé digitale, je ne sais pas c'est quoi la situation au Maroc, mais je sais que dans beaucoup de pays où j'ai regardé, il n'y a pas encore de législation comme on a par exemple les lois HIPAA aux États-Unis où on sait que c'est clairement défini. Si tu veux collecter des données de santé, voici ce que tu dois faire. Tu veux aller chez Amazon, tu mets tes serveurs et tu dis je veux une configuration conforme à HIPAA et ça marche. Alors en Afrique, il faut qu'on arrive à mettre ça en place pour avoir une sorte de sécurité juridique parce que sinon on commence et on ne sait jamais à quel moment ça va se passer. Je crois qu'un autre problème à l'adoption, c'est justement savoir qui est le client. Parce que, bon, le copier-coller, ça ne marche pas. Moi, j'ai fait l'expérience, c'est très difficile de prendre quelque chose, une application, de mettre ça sur le mobile et de donner ça à une population qui est à 85% illettrée. OK?
on peut faire de petites choses, mais quand il s'agit d'essayer de donner une application de gestion financière à quelqu'un qui ne sait pas lire, ça va être très compliqué. Alors, il faut trouver, moi je dis, il y a des modèles économiques, on n'a pas besoin de les réinventer parce qu'ils existent, ils ont réussi, OK? Mais il faut les personnaliser, je dis, il faut les customiser pour notre audience en Afrique. Et la customisation, ça part parce que moi, j'ai essayé pour un de mes produits, au lieu d'utiliser le code USSD, j'ai essayé d'utiliser la voix. Alors, la personne qui prend son téléphone, qui appelle un système de SVR ou bien IVR, et qui appelle et qui s'authentifie et qui est en mesure de faire des transactions de base, transférer de l'argent de A à B, envoyer une facture, tout ça seulement en utilisant la voix, et la personne doit pouvoir entrer un code PIN, entrer des montants. Alors, c'est beaucoup plus facile que de montrer certaines transactions, certains types d'activités. Alors, moi, je crois que c'est ça, si je dois résumer, il faut qu'on ait, pour pouvoir réussir, une capacité financière, une capacité d'adaptation pour notre public, et puis aussi créer des champions sur certains sujets qui vont s'établir et qui vont… parce que je crois que le marché est assez grand. Quand, Mohamed, tu parlais des gens qui passent 24 heures, moi, j'ai vu des gens qui font 3 jours pour aller voir le médecin pendant 15 minutes. Okay. Parce que le médecin doit renouveler leur ordonnance, mais puisqu'il faut vraiment le patient physiquement, quelqu'un quitte son village, il va en ville, ça lui prend 3 jours aller-retour, ça lui coûte à peu près $100, tout ça, et pour voir le médecin 15 minutes pour qu'il renouvelle son ordonnance. Ouais. Donc, un retour sur l'investissement qui est vraiment dérisoire. Voilà. Mais, très intéressant justement, et je pense qu'on va revenir sur le sujet de l'éducation, que ce soit financière, digitale ou juste lire et écrire, mais sachant que la population africaine est quand même très jeune, la grande majorité est très jeune. Donc, Mohamed, de ton point de vue, donc, comment tu vois les enjeux qui font que on a des transformations réussies ou pas sur le continent? Alors, dans l'absolu, c'est une excellente question parce que aujourd'hui, c'est vrai que la technologie permet vraiment de rattraper beaucoup de retard dans beaucoup de pays qui sont en retard. Et donc, on a parlé de l'exemple de Kenya, qui était des précurseurs sur le mobile banking, par exemple. Et je commencerai pour rejoindre un peu ce que disait Samba, dans le sens où même pour répondre à la question, et comme on est dans le contexte PMI, donc on va parler de gestion de projet ou gestion de business. Aujourd'hui, quand on prend un projet lambda, généralement, on va parler des 3 indicateurs clés qui sont les coûts, le délai et le risque, si je résume. Mais là, il y a une composante, une dimension extrêmement importante qui a été justement mentionné par Samba, c'est l'aspect culturel, c'est-à-dire le copier-coller. Ça, je dirais même, c'est une naïveté d'un chef de projet ou même d'un entrepreneur de dire parce que ça a fonctionné dans un pays, je fais un copier-coller, ça va fonctionner dans l'autre pays. Et notamment, peut-être l'Afrique a aussi une particularité. Je ne connais pas les autres continents hors l'Europe et l'Afrique. Je ne connais pas du tout l'Amérique latine. Je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec. Mais en tout cas, sur l'Afrique, pour les 5-6 années où je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris, Rabat et Casablanca, et aussi en discutant avec des prospects en Côte d'Ivoire et éventuellement d'autres pays, la notion culturelle, elle est extrêmement importante et elle va même s'ajouter pour moi au-delà des 3 piliers de la gestion de projet, les coûts, risques, délais. L'aspect culturel. Et si on zoome un peu sur l'aspect culturel, la première des choses, si je peux apporter ce témoignage, c'est la dimension de la confiance. En Afrique, pour pouvoir travailler avec un client, la confiance, elle est extrêmement importante. Et des fois, pour avoir cette confiance, ça prend énormément de temps. Et donc, ce qui, des fois aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu, la conséquence du délai de prise de décision. La décision, des fois, elle est extrêmement difficile. Nous avons des projets, on a commencé à discuter avec un client et qui n'ont été réalisés que 6-9 mois plus tard.
Donc, le délai de décision… Et même là encore, je pense que c'est optimiste. Oui, absolument. Même là encore, je pense que ça… On a eu un cas de 2 ans et demi. Bon, ça, c'est vrai que c'était Oui. le plus important. C'est vrai que les raisons sont toujours diverses. Ça peut être aussi problématique budgétaire, problématique de ressources, problématique de disponibilité du décideur. Mais j'ai envie de dire à 60-70% des fois, c'est une notion de confiance, cette volonté que le sponsor ou le décideur veut activer sur le bouton pour démarrer le projet. Donc déjà, il y a ce premier point. Le deuxième point, j'ai envie de dire, c'est encore une fois, c'est culturel. On a toujours besoin d'avoir une proximité du décideur du fournisseur. Envoyer juste un simple commercial, voire un patron d'une boîte pour l'accompagner sur une transformation, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a aussi encore, on arrive sur l'élément de confiance qui est fondamental. Et pourquoi? Parce que le chef de l'entreprise, notamment dans le cadre du conseil, il est important parce que c'est lui qui porte cette responsabilité. Donc, ça, c'est un élément qui, à notre sens, assez parlant et à prendre en considération. Le consommateur en Afrique, il fonctionne énormément avec bouche à oreille. Les campagnes de com marketing sont forcément toujours fondamentales, mais il y a des projets d'envergure ou des produits qui sont connus, qui marchent parfaitement bien en Europe et en Amérique du Nord, mais qui ont du mal en Afrique parce que voilà, il suffit qu'il y ait un utilisateur qui n'a pas été content, et bien là, il peut carrément casser l'image et c'est un peu difficile de rattraper encore une fois la dimension de confiance. Alors, donc là, il y a l'aspect culturel. Bon, c'est vrai que la confiance, on a une partie, mais il y a aussi des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Il y a aussi la forme qui est importante. Il y a les messages qui sont importants. On prend, par exemple, un soft avec une langue et on va vouloir juste faire une traduction et on pense que ça va marcher. Ben non, parce qu'il peut y avoir… des proverbes locaux, il peut y avoir des expressions purement locales et qui sont beaucoup plus impactantes. Et c'est la raison pour laquelle, à notre sens, pour qu'un projet fonctionne dans un pays en Afrique, et même, je dirais, dans n'importe quel pays, il faut se rapprocher d'un local qui connaît cette culture et qui ne peut jamais fonctionner, en tout cas sans cette dimension-là. D'ailleurs, bon, je prends toujours l'exemple de McDonald's, qui est une référence mondiale connue dans tous les pays. Et la chose qu'ils font, c'est qu'on est dans le monde de la restauration. Et la première des choses, c'est quand on arrive dans un pays, c'est qu'on arrive à avoir une adaptation du menu. On ne peut pas prendre un repas qui fonctionne dans un pays et le copier-coller, ça ne marche pas. Ben, si on fait une extrapolation, ben, c'est la même chose pour les softs, pour des projets. C'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, au-delà de l'aspect culturel, il faut bien connaître l'écosystème. Il faut connaître aussi les priorités. Des fois, les priorités peuvent changer en cours de route. Je finirai également, peut-être pour certains pays, c'est plus simple, mais d'autres en Afrique, par exemple, tout ce qui est délai de paiement. Parce que là, j'arrive sur le point qui était évoqué par Samba sur la notion de réglementation. La réglementation, l'aspect juridique des choses, on ne peut pas poursuivre un client en justice parce qu'il a traîné pendant 6 mois ne pas nous payer, parce que finalement, on va le perdre. Et ce client, il va parler mal de nous à un autre client, bouche à oreille. Encore une fois, on l'arrive à voir aussi au niveau des clients. Et donc, c'est un cercle un peu vicieux. Et donc, il faudrait être prêt avec un bon fond de roulement, s'assurer que ce délai, en fait, il faut vraiment minimiser la casse, mais il ne faut pas non plus généraliser parce qu'il y a quand même des clients qui sont très à cheval sur le respect des délais de paiement, etc. Par rapport, je finirai par ça, et par rapport à l'adaptation, donc sur l'aspect technologique, il faut également faire attention sur des aspects pareils. Peut-être que je suis en train de me répéter. Je ne sais plus quel pays, en tout cas en Afrique, où c'est la femme qui est extrêmement, en fait, qui a son dernier mot.
Il y en a plusieurs ces temps-ci, hein, de pays africains qui sont dans ce sens. Exactement. Et donc la campagne publicitaire, l'adaptation, il vaut mieux que ça soit avec une orientation féminine pour maximiser le choix. Et Oui. plus on met en valeur la femme dans ces pays-là, bah, plus le produit a ses clés de réussite. Et donc, en tout cas, au final, l'écosystème, l'aspect culturel sont fondamentaux, à mon avis, pour réussir un projet, en tout cas en Afrique. En fait, en vous écoutant tous les deux, c'est presque comme s'il il faudrait on fasse un petit, pas un document, mais un framework qui adapte l'approche, ouais, qui adapte l'approche PMI au contexte africain. Parce qu'effectivement, tous ces enjeux sont généralement négligés ou sont en fait pas critiques en Occident. Mais en Afrique, effectivement, la question de la proximité, si je comprends la question de la confiance, la question des priorités qui bougent, qui changent, c'est quand même assez important. Samba, est-ce que tu veux compléter sur ce que Mohamed vient de dire, basé sur toi, ton expérience sur le continent? Oui, je crois que en fait, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et ça, en fait, c'est des choses qui se savent même en Europe et en Amérique du Nord. Quand tu vas faire un projet quelque part, ben, tu dois apprendre la culture des gens avec qui tu vas travailler. Moi, je sais que quand j'étais consultant, sur certains projets, quand on devait aller faire des projets dans certains pays, comme disons les pays asiatiques, ben, on était préparé à des choses qu'on ne doit pas faire quand on va sur ce projet. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des Indiens, des gens d'Inde. Moi, j'ai fait mon premier Beaucoup. c'était en Inde. Mais je crois qu'il faut, dans un premier temps, il faut faire une phase où on doit se retrouver culturellement parce que quand, par exemple, je dirais juste une chose, quand on parle, en fait, quand les gens, il y a des cultures où les gens, quand on parle, ils disent mais ça veut dire je t'écoute, c'est pas que dire je suis d'accord, c'est à la fin qu'on se rend compte qu'il y a en fait, ça veut dire juste maintenant, on va dans la discussion. Et je crois que c'est ça qu'on doit faire. Nous, je crois qu'on est dans une position qui est assez privilégiée parce qu'on connaît deux mondes ou bien plusieurs mondes. On peut prendre, on ne doit pas prendre juste tout et amener, on est en mesure de pouvoir, de façon sélective, OK, prendre les choses dont on sait que ça peut ajouter de la valeur, apporter de la valeur, les adapter et les mettre en place. Et je crois que en fait, ça devrait être notre démarche de tous les jours, dans tous les domaines, que ce soit dans nos relations, dans nos idées, dans la façon de gérer, parce que faut savoir aussi que, et là pour aller de pair avec le PMI, il faut savoir que la gestion du projet aussi, de façon structurée, ça reste aussi un défi dans certaines situations. Euh, il y a beaucoup de gens, en tout cas, c'est comme moi j'ai constaté, il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans le métier. Okay? C'est des spécialistes dans ce qu'ils font, mais souvent, il faut, quand on a une équipe, avoir une partie de l'équipe à qui on peut donner des projets pour les gérer. Et je crois que le PMI, certainement, pourrait avoir disons, beaucoup de choses à faire, mais ça ne doit pas être, à mon avis, pas comme ici. Le PMI doit aussi s'adapter à l'Afrique. Ça veut dire créer une façon de gérer des projets pour des Africains, abordables pour les Africains, et puis ne pas en faire une élite parce qu'ici, nous, on forme, ici, il y a des project managers, des gestionnaires de projets qui sont formés. Mais je crois que là-bas, en général, on sait que l'élite, les gens qui pourraient gérer des projets, c'est des gens qui ont déjà un métier. Alors, il faut trouver la façon de transformer un ingénieur informaticien sans qu'il quitte son job d'informaticien, qu'il soit en même temps en mesure de gérer un projet. Il faut que moi je dirais même au niveau des assistantes, il faut tout faire pour que la classe de personnes qui finit avec un métier puisse être en mesure de gérer un projet.
En fait, je vais revenir, je sais pas, la notion m'est venue juste à l'instant en vous écoutant, hein, vu qu'il ne reste que quelques minutes pour essayer de brosser une conclusion. Parce que la question qu'on se posait, c'est est-ce que la technologie est le levier numéro un pour le développement de l'Afrique? Et moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que la technologie, c'est un outil, mais la culture sera au cœur de la transformation. Quand, la culture, qui dit éducation, dit collaboration, et tous les points, les notions que tu as discuté également, Mohamed, au niveau de la confiance, etc. Comment est-ce qu'on pourra faire en tant qu'entité, en tant qu'organisation comme PMI? Souvent, c'est une notion qui est oubliée, voire négligée. Comment est-ce qu'on peut intégrer cet aspect culturel que les futurs gestionnaires de projets de talent de succès vont devoir intégrer dans leur travail? Alors, Oui, vas-y, Mohamed. oui. Donc, je pense PMI est un excellent référentiel de gestion de projet qui a fait ses preuves dans le monde entier. Il y a même des entreprises, en tout cas avec qui nous, on a eu l'occasion de travailler, qui adoptent PMI dans leur façon de gérer les projets, mais on va dire à la sauce locale. J'ajoute le terme à la sauce locale, c'est-à-dire c'est une boîte à outils, on prend les meilleures pratiques, mais il faut qu'on les adapte par rapport à la mentalité, à l'aspect culturel. Donc, est-ce que le PMI est en mesure de créer, on va dire, un framework adapté à l'Afrique? Ça peut être un beau challenge, mais je dirais plutôt il faudrait peut-être avoir quelque chose de simplifié pour que la structure locale, que ce soit en Afrique du Nord ou l'Ouest ou même l'Afrique du Sud, etc., qu'ils arrivent à adapter par rapport à la culture locale du pays. Parce que mine de rien, quand on a une boîte à outils, en fait, on a les meilleures pratiques. C'est-à-dire c'est des choses au final, un framework, c'est du bon sens. Je dois savoir prioriser mes actions, je dois savoir faire un planning, je dois prendre en considération un risque, travailler sur la communication le plus en amont, rassurer. D'ailleurs, ce volet de communication est extrêmement important parce que, mine de rien, on dit en Afrique, il y a le sang qui est un peu chaud. Et donc, plus on a cette notion de confiance, plus on arrive à même gérer les crises et les problèmes pendant la gestion de ce projet plus facilement. Et donc, du coup, ce framework peut-être qui peut être un peu plus vulgarisé pour des structures à taille moyenne, etc., pour que ça devienne un peu plus démocratisé. Mais je pense que quel que soit le pays, que ce soit en Afrique ou même en dehors de l'Europe et l'Afrique du Nord, il y a l'adaptation, elle doit vraiment venir de la personne qui utilise cette boîte à outils. Et je dirais peut-être pas le contraire. Tout à fait. Samba, un dernier mot sur ça? Moi, je dirais que c'est difficile d'ajouter quoi que ce soit à ce que Mohamed a dit. Il faut une façon de gérer le projet qui est basée sur les réalités. C'est ça, c'est même pas qu'on veut, mais on ne peut pas ne pas partir des réalités sur place. Et c'est de cette façon qu'on peut avoir un outil qui va être adopté parce que, comme on a vu, il y a beaucoup moi, j'ai connu beaucoup de sociétés qui ont créé des outils, mais quand ça vient genre top-down, ça vient d'en haut et on dit utiliser sans vraiment prendre les réalités, ben, ça ne va pas marcher. Et une autre chose, je crois, qui est très importante, et ça se voit aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, c'est la gestion du changement. Pour moi, de la même façon que dans un grand projet de transformation, envolé, on sait que comme consultant, quand on propose à son client, il a un grand projet de transformation, on lui dit gestion du changement, bien un produit qu'il va introduire, gestion du changement, non, 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 on n'en a pas besoin, il n'y a pas de nous, nos employés. Mais après, au fur et à mesure, on se rend compte de la résistance des employés. Moi, j'ai vu des projets qui technologiquement étaient des succès énormes. On met je sais pas, une Rolls-Royce sur la table, OK? Mais le produit a foiré culturellement. La résistance a fait qu'à un certain moment, le CEO, il a dit, si je mets ce produit-là, je vais perdre mes employés. Je casse moi la boîte. Il faut commencer à penser à la gestion du projet, à la gestion du changement dès le début du projet. Là, je suis en train de conseiller à un client pour la sélection d'un outil. Je lui dis, le changement, il commence maintenant. Tu vas dire à tes clients, à tes employés,
que tu vas choisir un nouveau système. Tu vas leur expliquer pourquoi tu le fais et c'est quoi à peu près la feuille de route jusqu'à la mise en place de ce système. Alors, en fait, c'est la même chose, amener une nouvelle technologie en Afrique, il y a des réalités, c'est un changement pour beaucoup de personnes et il faut être prêt à se gérer ces changements-là. Tout à fait. En fait, il faut initier une espèce de co-création avec les utilisateurs finaux. Peut-être je conclue sur tout à l'heure. Alors, Achille, Oui, si je peux me permettre, mais 10 secondes, pas plus. oui, bien sûr. Vas-y, Mohamed. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de gérer une affaire, un projet, et on voulait aussi peut-être parler de l'éducation. Oui. Nous qui sommes un peu novices dans le secteur, en tout cas le fait qu'on est rentré dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Hightech, qui est basée au Maroc, et parmi les éléments qu'on a fortement recommandés à la direction pédagogique, c'est commencer à vulgariser tous les référentiels, notamment de la gestion de projet, qui est fondamentale, pas uniquement sur le cycle d'ingénierie, mais aussi le cycle de management, parce que ce sont encore une fois des boîtes à outils. Et je pense que pour répondre encore une fois sur l'apport du PMI, peut-être le PMI, il doit également se rapprocher de tous les, en fait, du secteur éducation, si ce n'est déjà fait, mais d'une façon vraiment un peu plus présente, comme font les acteurs Microsoft, Cisco, qui sont extrêmement présents dans toutes les écoles supérieures. Et je pense que c'est ce qui permet à PMI de jouer vraiment un jeu fondamental, parce que ce sont ces ingénieurs qui vont par la suite prendre des positions de responsabilité et c'est eux qui vont œuvrer pour la réalisation des projets. Tout à fait, tout à fait. En fait, le dernier point, c'est que tout à l'heure, Samba disait, écoute, Mohamed, il faudra qu'on se parle. Il y a aussi beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, qui ne sont pas connues et qui émergent parce que les gens échangent, parce que les gens se font confiance, ils apprennent à se connaître. Et je pense que des forums comme PMI vont permettre ces échanges-là, à défaut de se rencontrer. Le virtuel aussi a permis ça. Et là, maintenant, je peux parler avec une personne en Asie, en Australie, n'importe où dans le monde, pour voir s'il y a des synergies possibles là. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité incroyable pour notre continent. Donc, je vous encourage à vous parler hein, dès que possible. Donc, peut-être pour conclure, je veux remercier Samba et Mohamed. C'est très court, 40 minutes pour partager l'expérience d'une vie ou presque d'une partie d'une vie. Et j'ose espérer que les participants à ce panel vont retirer quelque chose. Et bien sûr, je pense que c'est la première d'une longue série où on pourra continuer à partager sur nos expériences diverses à travers le monde. Un dernier mot peut-être, Samba et Mohamed, que vous voulez partager. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre échange? Samba? J'espère qu'ils vont retenir que ce qu'on vient de discuter, ce n'est pas vraiment partager quelque chose que nous avons commencé depuis longtemps et que nous allons continuer, mais j'espère que ça pourra être pour chacun le début de quelque chose. Le début de quelque chose, de voir qu'il y a des opportunités, que ces opportunités sont immenses, elles demandent à être saisies, et je crois qu'il faut s'outiller et se lever et aller prendre ces opportunités, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Tout à fait. Mohamed, le dernier mot? Eh ben, je dirais la même chose. Ce que disait Samba, c'est difficile d'ajouter autre chose. Mais en tout cas, de par plutôt ma petite expérience sur le continent, il faut très bien connaître sa destination. Il ne faut pas se dire, je vais jouer le jeu sans connaître les règles. Il faut déjà connaître les règles avant de jouer le jeu. Il faut surtout garder la persévérance parce qu'elle est extrêmement importante. Il va y avoir énormément d'obstacles. Je parle notamment pour ceux qui veulent monter des projets ou entreprendre en Afrique. Il faut juste s'armer de patience pour connaître ces règles du jeu. Et avec la persévérance, on ne peut que réussir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Et comme disait Samba, si on ne le fait pas nous, il y aura certainement quelqu'un d'autre qui va le faire.
Tout à fait. Donc on en vient à la fin de cet échange. Merci à vous deux. Merci à PMI Africa de nous avoir permis d'avoir cet échange. On garde le contact. Donc, à bientôt. Merci tout le monde.